Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Hello, c'est Clémentine de Limerté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Myriam. J'ai découvert Myriam via les réseaux sociaux dans son engagement pour la prévention des violences sexistes et sexuelles chez les moins de 12 ans. J'ai tout de suite accroché à sa vision, à son dynamisme, à sa manière de communiquer, de partager sur ces sujets pas du tout funky. Myriam est aussi maman et pratique l'instruction en famille. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, Myriam partage beaucoup sur les violences et les agressions sexuelles que l'on peut vivre en tant qu'enfant. Et non, ça ne concerne pas que les autres. On aborde aussi la question de l'IEF, l'instruction en famille, et du choix de l'entrepreneuriat pour vivre aligné avec ce qu'on souhaite offrir à nos enfants. Myriam n'a pas du tout eu un parcours tout beau, tout rose et facile. Elle est un très bel exemple de résilience, de motivation, et elle nous rappelle que dans la vie, tout est une question de choix. Alors, bonne écoute. Salut Myriam. Salut Clémentine, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast Limerté. Eh ben, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Ça faisait un moment que je voulais t'avoir. Donc, je suis très contente et on a plein de sujets à aborder, des sujets dont on n'a pas encore parlé sur l'IMRT. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Oui, alors une présentation c'est toujours délicat, il y a le côté pro, il y a le côté perso. Alors moi je m'appelle Myriam Félix, mon nom de famille. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans c'est la seule enfant de la famille, enfin de la famille, en tout cas de ma famille, moi sortie de mon ventre, c'est le seul enfant. On fait de l'instruction en famille depuis toujours, donc elle n'a jamais été scolarisée dans une école, on a toujours fait de l'école à la maison. Je suis séparée du papa de ma petite fille, je suis aussi auto-entrepreneuse, et donc je suis de mon côté pro consultante en santé sexuelle infantile et prévention des violences chez les enfants de moins de 12 ans. Donc en fait, j'accompagne, j'informe, je forme aussi des professionnels qui n'ont pas les ressources encore ni les compétences à aller vers l'information et la connaissance du développement sexuel et affectif de l'enfant, de moins de 12 ans toujours, avec évidemment un versant préventif. En plus, évidemment, parce que c'est pas que de la prévention, l'éducation à la sexualité, c'est aussi savoir se connaître et puis pouvoir construire des relations saines, que ce soit à soi ou envers les autres. Enfin, il y a beaucoup à dire sur ce Mhm. sujet. Et Mhm. puis, j'accompagne aussi des parents. Alors, quand je dis j'accompagne, c'est plus de la consultation unique parce que je ne fais pas d'accompagnement sur le long terme. C'est pas mon dada, mais bon, quand des fois c'est sur demande, on peut faire une, deux séances maximum. Après, je suis pas fan du long terme et plutôt sur des problématiques soit de comportement sexuel, sain ou à l'inverse précoce ou problématique ou encore de l'inceste, des enfants victimes de violences sexuelles à l'école, en extrasco, à la maison, enfin l'intra, violences domestiques en tout genre, mais toujours avec un- forcément un fond au niveau des violences sexuelles en fait. Donc ça peut aller du climat incestuel jusqu'au gros inceste, que ce soit une fois ou que ce soit répété sur la durée. Donc voilà, ça c'est la partie de mon boulot qui est un peu moins sympa. Et puis j'interviens aussi dans les écoles. Et puis alors je travaille avec quatre écoles maintenant en Côte d'Armor, quelques-unes hors Côte d'Armor parce que c'était des écoles avec qui j'ai travaillé dès le départ et donc elles me gardent. Et puis sinon, dès que j'ai des demandes, maintenant je renvoie sur mes collaboratrices et mon collaborateur, enfin mes deux collaborateurs, parce qu'il y a que deux hommes qui se sont formés auprès de moi. Sur le programme en ligne d'animatrice animateur d'ateliers d'éducation à la sexualité 3-12 ans. Et donc voilà, on arrive à créer un réseau de professionnels formés qui sont en capacité d'agir sur le terrain et de pouvoir apporter des ressources aux enfants d'abord et puis aussi aux adultes
qui tournent autour d'eux et qui gravitent autour de leur environnement à eux. Hmm. Voilà. Vaste sujet. On va en Ouais, parler, merci. grosse présentation. Non, mais c'est bien, ça couvre tous les sujets. À ton avis, pourquoi il n'y a que 2 hommes qui ont suivi la formation? Pourquoi tu as plus de femmes? Alors, il faut savoir que sur les deux hommes, il n'y en a qu'un seul qui est cisgenre. Et- Ouais, en plus, Donc, ok. voilà. Donc, et c'est un homme très déconstruit qui a voilà, une grosse part de militantisme féministe. Ok. Donc, voilà, on peut pas parler. Pardon si ça choque un petit peu, mais vraiment de l'homme typique sorti du schéma patriarcal, hyper viril, hyper masculin et tout. Non, on n'a pas ce genre d'homme qui se forme sur Mhm. cette thématique-là. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Euh, disons que voilà, je pense que, enfin, il y a plusieurs causes finalement à ce pourquoi les hommes ne se forment pas sur cette thématique. Déjà parce qu'il y a toujours eu une gêne des hommes sains à aborder ce type de sujet avec des enfants, parce qu'on sait que les hommes sont principalement, que les auteurs principaux des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes sont des hommes. Hmm. Alors, il y a un chiffre, mais moi, je l'aime pas trop, ce chiffre, parce que je pense qu'il permet aussi d'invisibiliser les femmes qui sont auteurs. Et donc, je trouve que c'est un problème. Donc, c'est pas un chiffre que je répéterai ici parce que pour moi, il est biaisé. Mais il n'empêche que ça reste une vraie réalité, que ce sont principalement des hommes qui sont auteurs de violences, toutes confondues. Donc déjà, il y a cette espèce d'ancrage de dire, oh, un homme qui fait des ateliers d'éducation à la sexualité, tu vois, c'est un peu, je sais pas, Hmm. ce qu'il vient faire là, pourquoi il parle de ça aux enfants et tout. Et puis, il y a aussi un problème de représentation, c'est-à-dire que souvent, dans le prendre soin, dans tous les métiers de l'assistanat, du prendre soin, du métier qui tourne autour du maternage, en quelque sorte, c'est souvent des femmes. Tu vois Hmm. souvent Ouais. des assistantes de direction, des auxiliaires de puère, des infirmières. Ça Ouais, ne veut c'est pas dire vrai. qu'il n'y a pas d'infirmiers ni d'aux hommes, mais du coup, il y a quand même beaucoup de... J'ai envie de dire que c'est un peu plus équilibré dans les milieux de la protection de l'enfance, les EduxP. Mais tu vois, Ouais. par exemple, les assistantes sociales, enfin, une assistante sociale, les assistants sociaux, c'est moins, tu vois, Ouais, c'est ah, clair. ce sont des assistantes sociales. Oui, bah. Ouais, c'est rare d'avoir un homme. Il y en a un pourtant quelques-uns. Mais voilà, donc c'est des métiers où en fait les hommes se sentent moins à l'aise, Ouais. où il y a moins de maternage depuis des... Parce que souvent, moi ce que je rencontre, c'est quand même les gens qui se forment sont déjà des femmes qui ont fait un bout de chemin. Et malheureusement, je pense que les hommes, en grande partie, n'ont pas fait tout ce bout de chemin de la même façon que leur compagne ou que, tu vois, ou leur sœur ou Hmm. leur mère ou, tu vois. Donc, évidemment, il y a moins d'hommes sur cette thématique-là. Mais bon, je désespère pas. Après, je t'avoue que moi, quand j'ai des hommes qui viennent me poser des questions, je suis toujours plus alerte, ce qui est peut-être une erreur aussi. Mais j'ai toujours cet échange-là où je me dis, OK, ça peut être une potentielle personne qui vient chercher de l'information, qui se sert de cette thématique-là, de ce métier-là, pour pouvoir être au contact d'enfants. Donc, il y a ça aussi qui vient. Ouais. En fait, c'est Voilà. vraiment un cercle vicieux, quoi, Oui. parce que forcément, tu as plus d'appréhension dans le cas où c'est un homme qui vient te voir. Donc, ça n'aide pas non plus les hommes à venir. Enfin, ouais. Ben non. Oui, c'est un total cercle vicieux. Moi, il m'est arrivé, tu vois, d'avoir des hommes en formation crèche qui me disent, mais moi, je fais pas l'échange. Et donc, quand tu leur dis, mais pourquoi? Parce que oui, il y a la question aussi de la représentation, de dire, bah oui, on peut être un homme et prendre soin d'enfants, en fait. Enfin, tu Ouais, vois. c'est clair. Et comme on peut être un homme et avoir des idées, et comme on peut être une femme et avoir des idées pédocriminelles ou pédophiles, tu vois, il n'y a pas de... Hmm. Enfin, c'est hyper compliqué, mais tout de suite, le fait que ce soit un homme, tu vois, des parents, si, je te donne un exemple, si par exemple dans une crèche, tu récupères ta petite qui a la vulve rouge, ou ton fils, ou qu'il y a des lésions sur l'anus ou des choses comme ça, peut-être que ton enfant, tout simplement, il a une irritation, un truc, et en fait, tu peux vite rentrer dans une espèce de, mais attends, il y a quand même un homme dans la crèche, il y a un EJE, tu vois, et tu vas pas tout de suite te dire que ça pourrait être aussi une femme, en fait. Les soupçons se portent beaucoup plus vite sur l'homme. Donc, ben, t'as des hommes pour se protéger qui, voilà, mettent cette barrière-là en disant, bah, ok, vous avez peut-être pensé ça, mais sachez que moi, je ne fais aucun change au sein de la crèche. Et en fait, ça vient couper court Hmm. aux suspicions. Et finalement, ben, c'est dommage d'en arriver là, en fait. Mais bon, Ouais, il y a... il se protège aussi, je l'entends bien. Bah, c'est ça. C'est ça.
dans le milieu de l'animation et de la petite enfance. Et voilà, Et encore dans l'animation, on trouve plus d'animateurs, évidemment, que dans les crèches ou dans Ouais. les lieux d'accueil de jeunes enfants. Mais tu vois, pareil, un assistant maternel, enfin, je pense qu'il y a des parents, ils vont pas aller vers lui d'office parce que c'est un homme, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, tu Alors vois, que quand tu le dis, je me pose la question de moi, quelle réaction j'aurais. Et effectivement, ma première réaction, ce serait enfin, je pense que je serais oui, beaucoup plus sur mes gardes qu'avec une qu'une femme, quoi. femme. Ouais, Alors que t'as plein de parents qui te rapportent des faits horribles avec des femmes assistantes carrément. maternelles. Hmm, hmm. euh, qui n'aurait pu ne pas arriver. Voilà, moi j'ai un couple d'amis, on en parlait l'autre jour, il me dit, oh bah on aimerait bien se mettre tous les deux en asthmat et de le faire ce métier-là à deux. Mais je dis, mais franchement oui, je le vois, lui je le vois tellement être asthmat, il est tellement génial avec les enfants. Et voilà, et tu peux avoir 100% confiance. Donc Hmm. voilà, il y a une, Comment t'en es venu à faire de ce sujet ton métier? ah oui, bah alors ça c'est aussi une grosse question. Euh, Moi j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance, de tentatives d'inceste, aussi de d'agressions. Alors après à l'adolescence, mais aussi quand on est à l'école, quand on est au collège. Quand je suis au collège, j'ai des garçons qui me font pouet de camion. Enfin tu Hmm. vois, des trucs comme ça, de faire bloquer dans les préaux. Et c'est encore d'actualité. J'allais dire, est-ce que, avant que tu ailles au bout de ta réponse, est-ce que tu peux préciser pour ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est une agression? Parce que je pense qu'il y a plein de représentations et qu'on n'a pas conscience de toutes les agressions possibles. Bah, il y a agression et violence. Mm. Agression, c'est quand ça vient, comment dire, quand tu dis j'étais agressée sexuellement. Après, il y a les termes juridiques et il y a Mm. les termes dans les faits. Moi, je me base toujours sur les faits parce que, tu vois, au niveau de la justice, on peut parler d'attouchement, alors qu'en réalité, quand tu regardes la définition d'un attouchement, c'est une caresse douce. Mm. Ouais, super. C'est pas, enfin, pour moi, ça peut pas coïncider avec, Mm. on peut pas l'associer à une violence sexuelle, un attouchement sexuel, c'est pas, tu vois. Donc voilà, enfin, je crois que déjà la définition des violences sexuelles, faut déjà reprendre les mots à la base et de dire, ok, on ne peut pas parler d'attouchement, par exemple. Mm. Et ensuite, une agression, disons que c'est physique, c'est verbal, c'est, tu vois, mais une violence sexuelle, ça va au-delà. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, quel exemple je te donne? Voilà, tu as un groupe de copains, de copines à l'école, et t'en as un qui est tombé sur des vidéos porno, tu vois. Et donc, il va dire ou elle va dire, oh tiens, regardez. Et en fait, l'individu un va montrer à l'individu 2 3 4 5 des vidéos à caractère pornographique ou pédopornographique. Et quand tu vois ça, ben, c'est une violence sexuelle, en fait. Mm. Tu vois? Mm. Et c'est totalement sous-considéré. De la même façon que une circoncision ou un décalotage forcé sur un pénis d'un jeune enfant, donc pas d'un adulte, hein, parce qu'un adulte, il est plus ou moins, il est en mesure en tout cas de pouvoir donner son consentement de façon libre, éclairée et rétractable, de dire par exemple, bon, bah, je veux me faire circoncire pour X ou Y raison. Je sais ce à quoi je m'attends, je suis en capacité de pouvoir dire non, finalement, je ne veux plus le faire. Un enfant, c'est pas le cas. Mm. Donc, quand tu circoncis un petit garçon de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, il y a que ce soit pour soi-disant raison médicale, parce qu'en réalité, c'est pas toujours une bonne raison, ou de raison culturelle ou de raison religieuse, finalement, enfin, c'est une violence et elle va défendre ça devant un tribunal, tu vois. Mm. Ouais, bien sûr. Tu vois, rien qu'en France, tu vas dire oui. Enfin, si par exemple tu vas dire ah bah oui, moi mon neveu, il a subi une circoncision. Enfin voilà, je souhaite déposer plainte parce que c'est une violence sexuelle de ses parents sur lui. Mais tout le monde va rigoler. Ils vont dire mais attendez madame, vous êtes malade. Enfin, la circoncision on le pratique dans l'hôpital à 1 kilomètre, donc non quoi. Mm. Tu vois. Donc voilà, ça vient prendre en compte tout ce qui va venir enfin heurter la sensibilité et la fenêtre de tolérance d'une ou d'un individu et toutes les expériences de vie qui seront rapportées, qui ne correspondraient pas au stade de développement d'un enfant, à ce qu'il devrait vivre à l'âge qu'il a avec ses capacités motrices, cognitives. Je parle de capacités motrices et cognitives parce que, et c'est pareil pour nous, hein, en tant qu'adultes, on peut vivre une violence sexuelle qui soit de cet ordre-là, c'est-à-dire que, je sais pas,
t'es dans une soirée et d'un coup, t'as quelqu'un qui projette ça pour rigoler, tu vois. Des fois, ça se voit dans Mm. les mariages, dans les trucs comme ça, dans les baptêmes, dans les soirées et tout, de la vidéo. Je te donne un exemple, t'es bébé, on a pris plein de photos de toi tout nu, toute nue, et puis hop, on balance ça en diapo le jour de ton mariage, tu vois. Enfin, Je vois c'est très bien. violent. Ouais. Tu vois très bien? Ouais, mais je ne l'ai pas vécu, je dis pas ça parce que je l'ai vécu, mais je vois très bien le potentiel de... Tu vois, c'est Myriam bébé, ah, c'est rigolo, t'as vu, Ouais. machin. Ah, tu vois, ouais, tiens, c'est Alfred, quand il était bébé, il avait des grosses couilles, ah bah oui, ah, tu les as perdues maintenant. Tu vois, les petites réflexions comme ça qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, Mm. c'est de la violence. Donc en fait, enfin, la définition propre de l'agression ou de la violence sexuelle, elle est encore très floue dans la tête de beaucoup de gens. Et tu vois, à l'école, soulever une jupe, entrer dans l'intimité de quelqu'un sans son consentement et de façon intrusive et violente finalement, tu vois, eh ben c'est pas ok. Donc ça, des fois, tu vas entendre oui, non, mais c'est des jeux, mais non, c'est pas des jeux. Enfin, il n'y a pas de jeu autour de ça. Mm. Ok. Merci pour la précision. Et donc, si je referme la parenthèse, donc tu nous expliquais que tu avais vécu, toi, des violences étant enfant, puis collège, ado. Oui, 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 moi, c'est parti de là au départ. Et puis, en fait, je rentre dans ma vie sexuelle active et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais, mais que j'en ai pas tellement envie. Mm. Tu vois, et en fait, après, enfin, le truc, c'est que moi, j'ai été hyper sexualisée enfant par mon environnement, par mes parents aussi, mais sans vraiment le vouloir, parce que c'était surtout très commun, en fait, où t'es la petite fille. Puis moi, je suis issue d'une famille maghrébine. Et donc, il y a enfin, même si ma mère est très déconstruite et très, voilà, il y a des petites choses qui restent, tu vois, au niveau du corps, au niveau du prendre soin de soi. Tu vois, Mm. je me rappelle, elle disait, faut prendre soin de son âme pour que son corps, non, il faut prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester. Et c'est une très belle phrase. Mais sauf que son interprétation à elle, c'était prendre soin de son corps, fallait s'épiler, Ouais. fallait, tu vois. Pour rentrer dans les stéréotypes, d'accord, je vois bien. C'est ça, alors que prendre soin de son corps, ça peut aussi être laisser ses poils, tu vois. Mm. Tout dépend de Ouais, l'interprétation c'est clair. que t'en fais. Ouais. Et donc, bah, c'était ce truc-là d'être femme, en fait, d'être... voilà. Et moi, je me suis beaucoup dissociée de tout ça à un moment où j'ai dit, bah stop, en fait, ça me saoule. Et donc, bah, ado, tu colles à ce truc-là, à cette étiquette-là. Et donc forcément, ben, puis moi j'étais une ado plutôt jolie et donc bah, forcément j'attirais les regards et tout ça. Enfin, Mm. je dis ça jolie parce qu'en réalité il n'y a pas de standard, mais sauf que on me le disait beaucoup et que je me disais ah mais des fois j'aimerais bien être moche juste pour être peinard, tu vois, pour avoir un vrai pote. Euh, pas, pas un mec quand il est pote il espère quelque chose, tu vois. Donc c'était un peu ce truc-là. Et puis bah forcément, des fois, tu te laisses aller à des expériences où tu te le sens pas de le faire, mais en même temps, bah, poussé par les autres. Et puis, euh, enfin, poussé par aussi parce que des fois, enfin, souvent, même, tu tombes sur des garçons plus vieux que toi. Tu vois, quand tu as 16 ans, tu tombes sur des garçons de 18, 19, 20 ans. Donc, il y a ce truc. Alors, 20 ans, je n'avais pas dans mon souvenir, dans ma bande de potes, mais je me souviens qu'il y avait des hommes plus vieux. Et en fait, ça fait partie de l'hypersexualisation et de l'objectisation de la femme, tu vois, et de la jeune fille, pardon. Mm. Donc voilà, du coup, t'as un peu... Et je pense comme beaucoup de filles de ma génération, parce que quand j'en échange maintenant avec mes copines, c'était beaucoup ça, en fait. On était vraiment dans une ère où tout était permis Ouais. au niveau des jeunes filles. Et, ben, c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai l'impression que, enfin, tu vois, quand j'interviens auprès des ados, des pré-ados, il m'arrive des fois d'aller dans les collèges un peu plus chez les plus grands, et puis aussi j'échange avec eux, que ce soit en atelier ou quand je leur rencontre, tu vois, les enfants des copains, des copines et tout, où ils me disent, ah mais non, mais ça se fait pas. Enfin, ils ont de plus en plus de valeurs, Mm. quand Oui. même, de respect de soi et de l'autre et tout, et Ouais. c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais, parce que c'est vrai Donc, que moi, quand je réfléchis, tu vois, quand je réfléchis à mon collège-lycée, effectivement, ce que tu racontes, bah, j'ai l'impression de l'avoir vécu aussi. Et quand j'en parle aujourd'hui aux femmes de mon entourage, ben effectivement, dans les discussions, on a l'impression que c'était vraiment la norme, quoi. C'était OK. Enfin, c'est pas ouais, OK, mais bah ouais, c'est comme ça, on est des filles. Donc, les garçons, ils essayent de rentrer dans les toilettes. Enfin, c'est effectivement que
mini, mini agressions comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, et puis en fait, à le vivre tous les jours, tu vois, le truc de je te bloque dans le préau, ce truc de je te touche tes fesses dans le couloir, ou tu vois, ou je fais des gestes obscènes quand tu passes à côté de moi et tout. En fait, c'est des trucs hyper dérangeants, mais on n'osait pas en parler. Enfin, tu vois bien, moi, je serais jamais allée voir mes parents en me disant, tu sais, il y a un Ouais. garçon qui fait ça. Puis aujourd'hui, il y a 3 garçons qui m'ont fait ça. Enfin, à un moment, les parents, tu vas leur dire quoi? Retirez-moi de l'école, tu vois, C'est ça. parce que ça va jamais s'arrêter. Ouais. Et en fait, ce qui est encore plus grave, c'est que, enfin, c'est très grave, ça, déjà, mais c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance et de fierté à supporter ce genre de choses. Dans le sens où tu vas avoir des copines. Moi, je me souviens, avec des copines, j'étais avec un groupe de copines et on était deux, trois comme ça à subir les mêmes trucs. Et les autres disaient, ah, mais oui, mais vous, ouais, mais vous avez de la chance, ils font ça, les garçons et tout. Putain, Et en fait, dans ta tête, tu te dis, mais moi, je préférerais qu'on ne calcule pas, tu vois, qu'on me Ouais. laisse tranquille, quoi. Et en fait, tu finis par croire que c'est finalement une chance d'attirer le regard des autres, Mm. tu vois. Ouais. Et c'est hyper violent parce que du coup, tu rentres dans ce schéma-là, dans tes relations, en fait, personnelles. Et du coup, ça conditionne aussi ta vie amoureuse d'adulte parce que tu ne sais fonctionner que comme ça, que sur cet ancrage-là, que sur ce schéma-là de relation. Bah ouais, et puis quand t'es ado, effectivement, ton cerveau il est encore franchement en développement, donc t'intègres aussi Ah que de ouais. toute façon c'est comme ça que ça fonctionne et Mais ouais. c'est ça. Mm. Donc Et c'est gros boulot c'est après pour, pour déconstruire tout ça. non mais Ouais. c'est clair, c'est Ok. clair. Ça, moi c'est la maternité qui m'a fait bouger beaucoup de choses, hein, parce que sinon avant j'étais plus du tout, je suis plus du tout la même personne que j'étais avant d'avoir ma fille. Enfin, rien à voir, hein. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour... La vague, Ouais. la vague, mon Dieu. Non, moi j'étais une femme, une jeune femme. Déjà je me sens plus femme maintenant qu'avant, ça c'est clair. Enfin femme, je veux dire dans mon je me sens beaucoup plus ancrée dans qui je suis, Mm, tu vois. mm, J'ai vraiment libéré des aspects féminins de ma vie. J'ai compris qu'être femme, c'était pas que être bien sapée. Enfin, je dis bien sapée, toujours, tu vois, ultra à la mode, toujours mm, ultra maquillée, ultra machin, autant de trucs. J'étais un peu, tu vois, là. Alors, j'avais pas un style vulgaire. J'avais un style assez relativement classe, mais beaucoup dans le m'as-tu vu, quoi, tu vois. C'était, voilà. Et en fait, aujourd'hui, bah, je suis plus du tout là-dedans et la maternité te transforme parce que la maternité te fait mettre un genou à terre, tu vois. Ça vient tellement te chambouler enfin voilà, on va pas en reparler de ça parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de, de commun à toutes les mères. universel, ouais, c'est clair. Quoique, je crois qu'il y en a qui le vivent pas et franchement, je sais pas. Mais, mais c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je suis incroyablement surprise quand je rencontre tu vois, des fois sur les formations, j'ai des apprenantes qui sont pas mamans, Mm. avec qui j'ai des échanges où je me dis, mais waouh, t'en es là, là? T'as pas de gosse? Mais incroyable, enfin, incroyable. T'as des gens qui ont une réflexion sans avoir vécu ce moment-là. Donc voilà, je sais pas si je pense pas que ce soit une étape obligée dans notre vie, d'humains, de parents, de tout ce qu'on veut, de femmes, d'hommes. De ni femme ni homme. Mais oui, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, pour mon expérience personnelle, c'est ce qui a été le plus transcendant et le plus changeant, Mm. tu vois. Ouais, ouais. T'étais investie professionnellement sur ces sujets avant d'être mère ou c'est aussi ça quelque chose qui est arrivé avec la maternité? Non, non, c'est vraiment arrivé avec la maternité. Et puis quand ma fille était toute petite, donc t'es en hypervigilance quand t'as des tout petits. Mm. Et donc il y a eu un événement familial assez perturbant de cet ordre-là. Et en fait, il a fallu que je comprenne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je comprenne comment ça se fait. Donc de là, j'ai commencé à me renseigner, j'ai rencontré des gens, j'ai échangé et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est fou que aujourd'hui, on n'ait pas de connaissances, qu'on n'ait pas d'apport sur cette thématique-là, en fait. Pourquoi? Tu vois, Mm. pourquoi c'est un flou? On vient parler de DME, d'HNI. Enfin, la chenille, pardon, mais c'est ultra poussé, quoi. Enfin, en fait, Non, mais oui, je la comprends. chenille, tout le monde ne connaît pas. Tu sais, c'est pas tout. Enfin, la chenille, pour rappel, c'est l'hygiène naturelle infantile. Donc, c'est le fait de pas mettre. Pas Je mettre de fais un coups. terme très réducteur, hein, mais de Ouais, pas ouais. mettre de couches. Bon, c'est très réducteur ce que je dis, parce qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais tu vois,
On vient, la DME. Enfin, il y a plein de trucs que tu viens de faire, apporter en plus avec l'enfant, pour l'enfant et accompagner le parent. Et finalement, pourquoi on ne parle pas de leur développement sexuel? Pourquoi? Pourquoi la physiologie, le développement physiologique d'un sexe féminin ou masculin? Je parle en termes de biologie ici, hein, Hmm. attention. J'ai un discours très inclusif et je parle bien de biologie. Et en biologie, on a bien un sexe masculin, un sexe féminin, hormis pour les personnes intersexes qui ne naissent ni avec un sexe féminin totalement formé, ni avec un sexe masculin totalement formé, mais entre les deux. Bref, ça, c'est les trois possibilités de naissance, en tout cas. Et pourquoi on n'a aucune information sur le développement des sexes biologiques? Pourquoi on n'a aucune information sur le développement de l'identité de l'individu, de son genre, de sa perception des autres, de sa relation à soi, etc. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas d'accompagnement là-dessus? Pourquoi on n'informe pas les parents là-dessus? Enfin, c'est quand même impressionnant. Et en fait, en même temps, c'est là parce que on va te dire oui, fièvre, suppo, oui, vulvite, un peu de crème, oui, change, on met telle pommade. Non, en fait, Non, c'est et considéré comme n'importe quelle autre partie du corps et donc il n'y a pas de sujet, quoi. Ou alors l'enfant est juste considéré pas comme un sujet à part entière, quoi. des nourrissons, en fait, t'as pas du tout, tu vois, il y a plein de... Ne serait-ce que, moi, je me souviens, ça a été un moment assez dur. J'accouche et 2 jours après, donc j'étais en maternité, j'ai eu un accouchement très classique. Et donc, je change ma petite et je vois du sang dans la couche. Hmm. Oh, et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voilà, t'es en postpartum, facile, t'es dans le début, t'es chamboulement 48 heures. Tu te dis, comment je vais faire pour vivre avec ce truc-là qui me colle? Et donc, tu le regardes et tout, et en même temps, t'as ces questionnements, mais t'as aussi l'émerveillement de te dire, waouh, j'ai un petit être à protéger. Et il y a dans un livre, Baptiste Beaulieu dit une phrase très juste. Il dit, alors je crois que c'est dans On a 2 yeux pour voir. Hmm. Il dit qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a quelque chose de plus petit que soi à s'occuper et protéger en fait. Et c'est vrai, t'as ce truc-là. Et moi, je vois ce sang-là et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'appelle une sage-femme, je pleure et tout. Enfin, tu vois, mais c'est quoi ça et tout? Elle me dit, vous en faites pas, c'est les règles du nourrisson, c'est tout à fait normal. Ok, et à quel moment en fait vous comptiez me dire que potentiellement j'allais tomber là-dessus parce que je suis à la maternité que 3 jours, donc peut-être que dans 5 jours ce serait arrivé, tu vois. Non, mais c'est un manque. Alors qu'on va te dire, oui, vous allez voir, au début, il y a des reflux, vous allez voir les selles, au début, elles sont noires, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'avais Mais oui, jamais réfléchi à ça. Ouais, mais oui, c'est pareil, les phobies d'impulsion, ouais. aucun gynéco, aucune sage-femme, personne ne t'en parle. Ouais. Alors que c'est tellement fréquent. Et c'est tellement fréquent. Et la première fois que tu es confronté à une phobie d'impulsion, tu te crois folle, Ah oui, quoi. complètement, tout à fait. Tu vois, tu te dis, mais attends, j'ai un pet au casque, je suis tarée. Tu penses que c'est le manque de sommeil, tu te dis mais et en fait t'oses même pas en parler donc t'es déjà très seule dans ton postpartum si tant est que t'as un compagnon qui gère à peu près mais quand même tu te sens très seule Hmm. donc parce que les changements physiques pour le coup tu es toute seule à les vivre et, et cognitifs aussi Hmm. et finalement bah t'es là tu te dis mais what en fait je m'imagine en train de violer mon enfant sur la table de d'allongée et je fais comment pour en parler de ça? Est-ce que les autres disent ça? Est-ce que c'est normal? Enfin, ça peut, ça. Alors moi, j'ai pas eu de phobie d'impulsion, d'inceste, mais tu peux en avoir. Hmm. Et comme, enfin, moi, j'avais des phobies d'impulsion de noyade, mais parce que j'ai la peur de l'eau. Hmm. Et donc, je m'imaginais noyer mon enfant quand je lui donnais le bain. C'était horrible, Ouais, mais horrible. moi j'avais la peur de la lâcher, tu vois, je l'avais tout le temps en portage et tout, et je la voyais vite Ah, éclater la tête par terre, tu vois, donc. ah, c'est ça. Mais c'est Voilà, horrible. c'est ouais. Et tu t'imagines en plus en train de toi la lâcher, Ouais, ouais, tu vois. oui, tout à fait, oui, oui, exactement. C'est pas genre C'est elle même pas tombe, c'est. accidentel, Non, non, c'est toi qui la, c'est toi qui la Oh, lâches, ouais, intentionnellement. ah ouais, Ouais, c'est c'est très dur horrible. comme Ah, mais tellement. symptôme, mais on en parle très peu. Et Et on en parle très peu. tu penses que justement, donc tous ces sujets, ils sont pas du tout, enfin, ils sont partout, mais on n'en parle pas. C'est une question de pudeur, c'est une question de méconnaissance, c'est une question de faudrait pas changer le système. C'est pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, peu importe le milieu dans lequel tu vas, c'est quand même toujours un sujet qui n'est pas dit à haute voix, quoi. Bah, parce que c'est tabou, ça c'est clair. La grosse problématique, c'est que c'est un tabou. Et puis en fait, oui, il y a de la méconnaissance. Si tu veux, alors,
les premiers à avoir fait des travaux sur le développement psychosexuel de l'enfant, c'est donc les psychanalystes Freud et puis Lacan aussi. Alors, des périodes différentes, parce que Freud et Lacan ne sont pas de la même période, mais ont travaillé tous les deux sur cette thématique-là. Et puis, on a aussi Alfred Kinsey, qui était un... Alors, il était je crois que c'était zoologiste, il me semble, américain. Et Alfred Kinsey a pondu des études qu'il a fait sur des enfants. Je mets un gros TW ici. Vous arrêtez, vous sautez, vous dépassez. Mais les travaux de Kinsey, c'était de masturber des enfants de 4 ans plusieurs fois par jour sur une étude pour se rendre compte que les enfants avaient des orgasmes. Ah, waouh. Je crois que c'était un groupe d'une vingtaine d'enfants et je crois que les masturbations étaient très fréquentes et donc mécaniques. Ce qui est une grosse erreur puisqu'en fait un enfant de 4 ans ne se masturbe pas de la même façon qu'un adulte. Et donc il en est venu à la conclusion que l'enfant pouvait avoir des orgasmes. Évidemment que si tu t'auto-stimules de façon mécanique 20 fois par jour, il y a un moment, ton corps, physiologiquement, il va répondre. Bah oui, oui. Tu vas avoir une grosse montée de sang, beaucoup d'hormones, tu vas devenir tout rouge, tu vas haleuter, donc c'est comme ça. Enfin, c'est normal. Hmm. En fait, enfin, physiologiquement, tu peux pas ne pas répondre à des stimuli de ton corps. Donc voilà, il y en a conclu ça, ce qui est une grosse erreur, parce qu'en fait, à 4 ans, ils sont juste en train de découvrir leur partie intime, de toucher, de frotter sur un doudou, ils rigolent, mais ils sont pas en train d'avoir des actions mécaniques comme celles de Hmm. l'adulte. Donc si tu veux, toute cette psycha-là et tous ces apports-là, donc qui sont pour moi d'ordre pédocriminel, elles ont été reprises dans enfin reprises en fait pour beaucoup de connaissances et notamment dans des formations potentiellement de sexo. Alors pas toutes, mais je les ai pas en tête, mais moi il m'a été remonté de les avoir ces apports-là et c'est un problème. Donc on est en France dans un ancrage très psychanalytique et puis l'autre problématique c'est que toujours en France on a une idée de je sais parce que j'ai lu des études parce que tu sais c'est Hmm. ce fameux truc si t'es en repas de famille et que tu dis au fait vous savez que en France la production de macarons augmente de 97% en période de Noël. J'ai lu une étude qui dit que c'est bon tout le monde va te croire tu vois. Ouais. Non, mais c'est un truc, si tu dis j'ai lu une étude qui dit que, j'ai lu, et d'ailleurs en plus les gens font beaucoup d'erreurs entre une étude et un sondage, c'est pas du tout la même Hmm. chose. Récolter des réponses qui sont toujours biaisées, de toute façon que ce soit une étude ou un sondage c'est toujours biaisé. Mais récolter des réponses d'un sondage de gens à qui tu poses des questions, c'est totalement différent que de faire une étude sur 5 ou 6 ans dans un domaine spécifique. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc bon, il y a les rapports, les sondages, les études, tu vois. Et le billet des gens en eux-mêmes qui lisent ces choses. Et oui, et Ouais, puis qui commande aussi, ouais, c'est tu vois, clair. parce que de la même façon, tu vas prendre une étude sur l'allaitement, tu vas dire, oh, génial, une étude sur l'allaitement, puis qui l'a commandé? Nestlé. Là, donc bon, des trucs, Ouais, c'est biaisé. Enfin, quand tu commandes une étude sur quelque chose, c'est que tu veux faire dire quelque chose bien aux sûr. chiffres, et dans ce cas, la personne que tu payes pour faire cette étude va faire dire aux chiffres ce que tu as envie de savoir, tu vois. Ouais. C'est logique. Hmm. Sinon, tu vas pas dire, je vais payer 15 000 euros une étude pour qu'on me dise que j'ai tort, Ouais, tu c'est vois. clair. Ouais. Voilà. Ok. C'est évident. Donc bon, je me suis un peu étendue, mais en soi, voilà. Donc en France, on a ce truc avec les études et puis la reconnaissance du professionnalisme. Et c'est des sujets que j'ai avec beaucoup d'apprenantes, c'est que je leur dis voilà. En fait, moi aujourd'hui, je rencontre des médecins qui n'ont pas l'information. Je rencontre des pédiatres qui m'appellent pour se former. Et je rencontre, enfin, j'ai dans toutes les sessions de formation, j'ai des gens qui viennent du milieu du médico-social. J'ai des médecins, j'ai des profs, des infirmières, des sages-femmes, tu vois. Et c'est pas une de temps en temps, c'est à toutes les sessions. Hmm. Tu vois? Hmm. Donc on a une problématique de méconnaissance et en fait comme en France on ne veut pas donner la connaissance tant qu'il n'y a pas une étude ou quelque chose ou machin, et ben on donne rien, voilà. Et puis en fait, on n'a aussi pas très envie de parler du développement sexuel de l'enfant. Chacun a ses raisons. T'en as, ça va être pour les violences sexuelles, pour protéger les enfants. Donc en fait, on met les œillères, on fait comme si ça n'existait pas. Politique de l'autruche. Hmm. Donc ça, c'est plutôt les anti-éducation à la sexualité. Et puis après, il y a les autres qui sont trop à fond et qui du coup parfois vont apporter des informations aux enfants qui sont pas du tout OK, tu vois. Ouais, qui sont pas adaptés à leur développement.
Bah non, Mm, non, non, c'est pas du tout adapté. Donc il y a cette méconnaissance-là, ce tabou-là, il perdure. Il y a aussi tout ce qui touche. Enfin, il y a une étude. Ah, tu vois, mm. pas une Attention à ce que étude, dit un Myriam. article, un article d'une journaliste auquel j'ai participé récemment, un article sur Le Monde, et elle a fait elle m'avait contacté pour me demander des informations pour pouvoir monter son article. Et donc, son article sur Le Monde, c'est la masturbation féminine, pourquoi est-ce tabou? Enfin, voilà. Mm. C'est un vrai sujet. Et en fait, en échangeant avec elle, on se rend bien compte que, par exemple, chez les ados, c'est beaucoup plus facile de dire, ah bah ouais, moi, je me branle, voilà. Je prends cette voix d'ado un peu, que une jeune fille, en fait, va jamais dire à ses copines, bah non, mais moi, tu vois, il y a ce tabou autour du plaisir et de la découverte de son corps qui est totalement. Enfin voilà, faut pas en parler. Ça montre bien qu'en fait aujourd'hui, le corps des jeunes filles, le corps de la femme, il appartient essentiellement à une société patriarcale. Et donc il y a des choses dont on parle pas. Et finalement, ben quand les tout petits sont tout petits, moi des fois j'ai des gens qui me disent oh, mais moi j'ai jamais touché mes parties intimes quand j'étais enfant. Bah ouais, mais si la première fois que tu l'as fait, t'as un père, une mère ou des grands-parents ou une maîtresse qui a dit t'es dégueulasse, fais pas ça, faut pas faire ça, c'est crade. Bah oui, Bon, forcément. voilà, Ouais. il y a un moment, c'est comme les portes de placard, hein, quand tu le répètes à 6 mois, à 8 mois, à 9 mois, à un moment, ils arrêtent de les ouvrir, quoi. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, Ouais, hein. Donc, complètement. les les enfants, c'est fait d'exploration, de découverte et de curiosité. À partir de là, c'est la posture de l'adulte qui va dire comment je décide d'accompagner ça. Voilà. Mm. Et c'est ça pour le développement sexuel, mais pour plein d'autres choses, hein, pour l'alimentation, pour la motricité, pour tout, Ouais, bien en sûr. fait. Ouais, c'est clair. Enfin, les adultes sont responsables. Ouais, les enfants, ouais, ils subissent les conséquences de nos choix, en Mm, fait, simplement. mm. Voilà, si tu fais le choix de faire évoluer ton enfant dans des trucs, ouvre pas ce placard, touche pas ça, essaye pas ça, non, ça c'est dangereux, non, ça tu vas te faire mal, je te dis, non, ne monte pas là, descends d'ici, reste sage, tranquille, on va manger, je te préviens, tu fais pas de problème, voilà. Bah, en fait, à un moment, oui, tu finis par avoir un enfant qui est tout éteint. Ouais. Et si tu dis, bah, ok, ouvre ce placard, prends-moi la passoire, tu me donnes, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est normal de toucher ses parties intimes, t'as le droit de le faire, c'est totalement ok. Par contre, c'est dans ton intimité. Donc, si tu veux, ben, soit je m'éloigne si on est tout seul, ou soit je te laisse aller dans un lieu où tu te sens en sécurité, dans ta chambre, dans ma chambre, dans ta salle de bain, enfin, que sais-je, tu vois. Et puis, si en fait, c'est juste un peu, bah non, ok, j'arrête, voilà, c'est tout. Mais c'est qu'il n'y a pas le besoin, tu vois. Ouais. Mm. Mais voilà. Avec tout ce que tu connais et les consultations que tu fais, Ouais. ouais, tout ce que tu creuses sur ces sujets-là, comment tu arrives ou pas d'ailleurs, à pas polluer ta relation avec ta fille dans le sens, je cherche mes mots pour poser la question correctement, mais Je vois très bien ce que tu veux oui, dire. je sais que tu vois. En gros, pour pas l'inquiéter pour rien, mais sans non plus faire comme si ça n'existait pas, quoi. Hein. En fait, moi, si tu veux, ce métier-là, alors ça fait très mégalo de dire ça. C'est un métier que j'ai créé. Bon, j'ai horreur de dire ça. Ça n'existait pas. Euh, tu vois, c'était pas. Il y avait des éducatrices en santé sexuelle. Voilà. Alors moi, j'ai du mal avec le terme éducatrice ou éducateur Mm. en tout cas sur cette thématique-là. C'est comme tu disais, éducateur en alimentation. Je suis un peu. Non, mais bon, bref. Ou éducateur en motricité, bah non, tu Mm. vois. Ou éducateur parental, non. Enfin, ça Ouais, passe pas, tu vois. Il y a, ok. je sais pas, éduque, ça me pose problème. Même si la racine du mot éduquer, c'est guider vers quelque chose, mais il n'empêche que éduquer, j'ai un peu de mal. Mais bon, voilà. Le terme de consultante, si tu veux, il m'est venu assez naturellement parce que je me dis, bah, consultante, voilà, les gens viennent chercher de l'information, ils me consultent pour avoir une information, mais moi je les guide vers des informations qu'ils peuvent trouver par eux-mêmes. Tu vois, je suis Ouais. pas en train de leur dire vous devriez faire ça, vous devriez faire ci, voilà le conseil que je vous donne. Non, je leur donne des pistes, de l'information, ils me consultent pour avoir de l'info et après ils en font ce qu'ils veulent. Mm. Et donc je trouvais ça beaucoup plus juste dans leur relation et puis quelque chose de beaucoup plus équilibré sur la balance quand tu viens voir un professionnel que tu viens voir un sachant en fait de dire que voilà, tu venais prendre l'information plus que du conseil et de faire quoi faire par rapport à des situations, même si des fois tu es obligé de le dire, écoutez là, ce que je vous conseille de faire, c'est ça, ça, ça.
voilà, mais ça reste de l'information transmise. Là où je voulais en venir, c'est que oui, avec ma fille, forcément, au moment où tu vois des choses, quand tu travailles dans ce genre de milieu et que tu ne sais pas à quoi t'attendre, comment te dire? J'aurais fait une formation dans une fac ou dans un organisme privé, on m'aurait prévenu, on m'aurait dit attention, parce que c'est ce que je fais moi avec mes apprenantes à l'IFACI, ce que j'ai créé en 2023 avec Audrey Lifassi, qui est l'Institut d'accompagnement pour la santé sexuelle infantile, et donc on est spécialisé sur prévention des violences sexuelles, éducation à la sexualité, accompagnement au développement sexuel et affectif et émotionnel chez l'enfant de moins de 12 ans. Et donc, on forme des personnes à faire le même métier que moi pour qu'on soit plus. Et à un moment, j'avais tellement de demandes à droite à gauche, j'ai dit, je peux pas, moi, je peux pas aller à Toulouse, je peux pas aller à Marseille, je peux Mm. pas aller, tu vois, c'est bon. Et donc, c'est ça, je le mets dans ma formation, je leur en parle de ça. Tu vois, je leur dis attention, parce que selon où vous allez aller fouiner ou ce qu'on va vous raconter, ça peut être difficile de l'enclencher, de l'emmagasiner, de le faire partir de votre tête à un moment donné. Mm. Donc, ça, je fais cette prévention-là avec elle. Et avec lui, toujours ce même homme Ouais. engagé. Et finalement, ben, moi, dans la relation à ma fille, évidemment que j'ai eu des périodes, j'ai eu une période très compliquée fin 2022, très difficile parce que je suis allée fouiner un peu trop du côté de la pédocriminalité, des violences sexuelles faites aux enfants. Et il y a un moment, quand tu as un petit bébé de 2 ans, un Mm. petit bébé de... quand tu as un enfant de 2 ans et que tu vois tout ça, que tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait des gamins qui vivent ça. C'est pas possible que personne ne les aide. C'est pas possible que, enfin, que là, à l'heure où je m'endors, parce que moi, c'était le soir que ça me venait. Donc voilà, je suis allée demander de l'aide auprès de mon médecin traitant pour avoir un truc pour m'apaiser un peu. Puis j'ai fait aussi une pause au niveau des consultations d'ordre de la violence sexuelle et de l'inceste et tout ça. Mm. Et par contre, j'ai encore enfin, je pense que je suis encore en trauma par rapport à certains sujets parce que des fois, je joue avec ma fille comme n'importe quel parent basique, tu vois. Donc, tu es en train de jouer, je sais pas, au Playmobil ou... Et d'un coup, je vais la regarder. Et en fait, c'est quelque chose que je peux pas commander. Donc là, tu vois, je peux pas me mettre dans cet état-là. Ça arrive tout seul. Je vais la regarder et d'un coup, je vais avoir un blackout, tu vois. Mm. Ouais. Genre les yeux dans le vide et dans ma tête, je vais avoir plein d'images d'elle, victime, tu vois, de plein de gamins que je connais, victimes, des familles que j'ai eues et tout. Et il y a tout qui va venir pop, 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 comme ça dans ma tête. Et donc souvent, je fixe un point et je n'arrive plus à, tu vois, c'est comme si j'étais en totale dissociation, mais Ouais. ça dure un court moment, ça dure 5 10 minutes. Et puis après, j'ai les oreilles qui sifflent, j'ai plein de petits symptômes comme ça qui me permettent pas non plus je peux respirer et tout ça, mais ils me permettent pas d'être en connexion avec quelqu'un d'autre. Donc si tu me parles à ce moment-là, je vais te dire attends, je me sens pas bien, ça va passer, mais attends, je me sens pas bien. Donc souvent c'est ce que je dis, donc les gens comprennent, voilà, si Mm. c'est pas ma fille elle va me faire un câlin ou voilà, mais ce truc-là, je sais que ça vient de là et c'est très violent en fait. Ouais, c'est clair. Très violent. Et c'est des choses, voilà, ça fait partie malheureusement bah, ça fait partie du boulot, je sais pas, parce que je pense qu'on est tous différents face à tout ça et que je pense que si on m'avait prévenu, j'aurais peut-être été un peu moins dans le trash. Mm. Mais oui, non, c'est pas. Je ne veux pas de deuxième enfant. Ça vient de là, Parce tu que. crois? Ah, comment? Ça vient de là que tu veuilles pas de deuxième enfant? Ça vient de plusieurs choses, mais c'est un gros facteur, ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je me dis enfin quand plus ils grandissent nos enfants, plus ils sont en capacité de déceler les situations à risque. Mm. Tu vois, je m'estime déjà très heureuse d'avoir une fille qui est en bonne santé, qui évolue bien, qui est épanouie, tu vois, qui voilà. Nos projets de vie font qu'avec 2 enfants, ce serait un petit peu plus compliqué. Enfin, ce sera une autre organisation. Je sais Mm. pas si ce sera plus compliqué, mais ce sera une autre organisation. Et puis quand t'as un tout petit nourrisson et que tu sais tout ça, tu te dis, mais Ouais, c'est chaud. non, tu peux pas le confier. Enfin, t'es en mode, genre, je sais que j'ai 2 apprenantes avec des petits bébés là, et des fois, je leur dis, mais non, mais vous sautez cette partie-là parce que là, tu vas pas la laisser à la nounou demain matin, quoi, tu vois. Enfin, Mais tu sais, je voilà. vois bien parce que, bah, du coup, ayant suivi ta formation il y a quelques semaines, c'est aussi une période où j'ai beaucoup lu dessus,
je suis allée creuser vachement dans l'inceste, etc. Et donc mes filles, là, aujourd'hui, ont 3 ans et 1 an. Mm. Et je me souviens d'un soir où je me suis couchée et vraiment, j'étais dans ma tête de tous ces trucs d'inceste et tout. Et je me souviens de mon conjoint qui me dit allô, téléphone, ça va? Et je lui dis, mais en fait, là, je crois qu'il faut que je fasse une pause sur ces sujets. Mm. Là demain, l'emmener à la crèche, ça va pas être possible en fait. On va se détendre. Ouais. Et du coup, je comprends ce truc bah, c'est un peu toute la difficulté, je trouve, dans ce métier-là, mais je pense que ça concerne plein de types d'accompagnement aussi selon les sujets, mais de réussir à se protéger sans être dans le déni mais en même temps sans porter tout le truc de tout le monde parce que tu peux pas sauver tout le monde, mais ouais, je vois bien. Et effectivement, je trouve que plus on creuse, enfin moi en tout cas, plus je creuse le sujet et plus je suis indignée que ça ne fasse pas plus de bruit. Oui, c'est très juste ce que tu dis et moi je suis quelqu'un qui a été beaucoup dans le contrôle et dans la mise en sécurité des autres. Et en fait, quand tu fais ce genre de métier, tu as une fonction de sauveur, tu sais, tu as ce Mm. syndrome-là en fait de sauver et l'accepter, c'est très difficile de se dire que tu pourras pas sauver tout le monde. Tu vois, quand tu discutes avec des professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui sont bienveillants, qui font de leur mieux et tout ça, ils vont te dire, mais moi, le premier placement auquel j'ai assisté, ça a été horrible. Ouais. Tu vois, je pense que il faut se dire que là, au moment où on discute, il y a probablement des assistantes sociales ou assistants sociaux en France qui sont en train d'enlever des enfants dans une famille et où tu as des enfants qui hurlent, des parents qui hurlent. Enfin, il faut s'imaginer que ça, c'est des choses que vivent les travailleurs sociaux, tu vois. Et que, enfin, comment tu fais pour rentrer le soir chez toi après avoir vécu une scène comme ça, tu vois? Nous, c'est des projections qu'on a, je dis pas que c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ton cerveau, c'est horrible à dire, hein, mais finit par s'habituer. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et quand tu as fait un placement, t'en as fait deux, t'en as fait 10, t'en as fait 30, t'en as fait 50, et que tu as 20 ans de carrière et que t'en as fait des centaines, mais c'est horrible, hein, mais à un moment, tu te blindes, en fait. Bah oui, oui. Et finalement, ben, le premier soir, tu as peut-être chialé toutes les larmes de ton corps dans ton lit. Tu oublieras jamais la tête de cette famille, tu oublieras jamais la tête de ces enfants, peut-être que tu vas les suivre encore. Et je pense que le 300e ou 400e, bah finalement, c'est horrible, mais c'est un client de plus, quoi. Mm. Tu vois? Mais un peu comme un Et- médecin qui Oui, a un mais décès oui, et puis bah le premier tu t'en souviens puis après bah c'est comme ça quoi. mais oui. Et Ouais. c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que finalement, tu te retrouves avec, je pense que on a une capacité en tant qu'être humain de se protéger. Notre cerveau va dire, attends, situation de souffrance, je ne veux pas y retourner. Donc, comment je fais pour ne pas y retourner? Je ne m'implique pas et je me mets en mode automatisation de la tâche. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive en consultation à entendre des choses terribles. Alors, évidemment, ça me touche toujours autant, hein. Des fois, je sors de là, je me dis, mais putain, mais c'est pas possible et tout. Mm. Je me dis, mais comment c'est possible de faire vivre des choses comme ça à des enfants? Et puis, en fait, ben, des fois, je me dis, voilà, ben, je ne peux rien faire de plus, tu Oui. vois? Ouais, ouais, tout à fait. C'est Enfin, clair. et quand tu as ce besoin de contrôle et puis de sauver tout le monde qui est lié, enfin qui sont associés, contrôle et besoin de sauver tout le monde, tu penses que tu es un espèce de petit Superman qui va pouvoir aller, mais non, c'est impossible. Ouais. Il y a du trafic d'enfants partout dans le monde. Le trafic pédocriminel est aussi hyper important. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Donc par contre, on peut planter des graines, semer des petites graines et faire en sorte que tout ça, ça bouge et que cette thématique avance et que les parents, en tout cas, prennent de plus en plus conscience de l'importance de ces sujets et mettent des choses en place, tu vois. Ouais, tout à fait. Est-ce que tes Mais, connaissances sur ce sujet, ça a impacté le fait que tu fasses l'instruction en famille? oui, évidemment. Oui. Ça, c'est pas une bonne idée parce que peut-être que dans des auditrices et auditeurs, peut-être, tu as tes parents qui ont leurs enfants à l'école. Mais moi, je vois beaucoup d'agressions sexuelles entre enfants dans les écoles. Donc en fait, l'idée c'est pas de venir protéger. Enfin, c'est ce que je dis souvent. Je dis on ne peut pas protéger son enfant d'une agression sexuelle. C'est impossible.
on peut le protéger d'une situation qui est déjà passée, mais on ne peut pas faire de l'évitement. Enfin, Mm. ou alors on le met dans une cloche et voilà. Par contre, on peut limiter la casse. Et moi, j'estime qu'à 4 ans, ma fille, elle n'est pas suffisamment armée pour le moment face à ce genre de situation, tu vois. Mm. De la carte bancaire dans l'arrêt des fesses. Alors ça, c'est le truc des écoles. En fait, ils prennent leur plat de main, là, et puis en fait, ils passent là, comme une carte bancaire au milieu de l'arrêt des Oh là fesses, ou là. des trucs comme ça. Ou le jeu de l'olive avec un doigt dans l'anus, tu vois, au travers du pantalon, qui peut quand même faire très mal. Des trucs dans les toilettes, les bisous, les je touche ton sexe, tu touches le mien, des fois tu vois des trucs de fellation, enfin, voilà. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une maman qui me dit, mais quand j'ai pris rendez-vous avec la directrice, ou la maîtresse, enfin la maîtresse il me semble, je dis pas de bêtises, elle lui a dit, mais vous savez, moi, je suis en fin de carrière et tous les ans j'ai des cas comme ça. Et tu ne fais rien pour, je sais pas, tu vois, Oh c'est... là là, ouais. Bon, et t'entends ça, tu te dis, ok, parce que qu'il y ait des découvertes entre enfants, qu'il y ait des comportements sexuels problématiques, ça c'est normal. Les enfants, ils viennent de différents milieux, ils ont des questions, ils ont besoin d'avoir des réponses. Mais ce qui veut pas dire qu'un comportement est normal qui doit pas être accompagné, tu vois. Ouais, bien Enfin, sûr. quand ton enfant veut toucher une flamme d'une bougie posée sur la table, c'est normal qu'il ait envie de toucher la flamme. Il a 3 ans, il a 2 ans, 1 an, tu vois. Mais tu vas l'accompagner, tu vas stopper le geste, tu vas dire, écoute, Mm. c'est pas ok, tu peux te brûler, tu vois? Bah, ça revient exactement au même, en fait. Ouais. Voilà. Mais encore une Et, fois, c'est un sujet qui est trop tabou et du coup, il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui exactement. qui préfèrent faire comme s'ils n'avaient pas vu ou comme si, oui, oui, bah, c'est normal, quoi. Mais moi, je vois des situations encore pires où l'éducation nationale, alors moi, je suis pas du tout copine avec eux, hein, Ah bon? mais je suis pas copine avec eux depuis la cinquième. Ah oui, d'accord. Et à l'époque, ma mère me disait, oh, mais non, mais c'est parce que t'es jeune, tu verras après et tout. Bah, tiens, j'ai jamais pu saquer l'école. Jamais. Et c'est toujours pas plus le cas. Et en fait, seul truc que j'aimais bien, c'était les potes. J'aimais bien mes copines et tout, c'était trop cool. Bon, bref. Mais en tout cas, oui, cette prof-là, elle n'a rien mis en place et elle comptait pas mettre en place quelque chose. Et c'est dramatique parce que ça vient, en fait, les agressions entre enfants dans les écoles, ça vient créer une sorte de fléau et d'un truc qui se répète et qui se transmet d'un enfant à un autre. C'est un Mm. vrai virus, tu vois. Mm. Et que ce soit pas accompagné, c'est pas normal, c'est pas normal. Après, l'instruction en famille, c'est un choix. Déjà, c'est un choix parce que mon métier, en fait, pour revenir à l'origine, pardon, on débordera probablement. Non, non, c'est bien, vas-y, ça m'intéresse, hein. Pour revenir à l'origine de ma maternité, où moi je suis enceinte, je travaille dans le commerce de mes parents parce que je les aide, je les dépanne et tout. Il y a le Covid, tous les commerces ferment, je me retrouve enceinte de 5 mois, 6 mois chez moi à la maison alors que j'avais toujours bossé. Donc là j'étais en mode quoi, je veux faire quoi maintenant? Horreur. Mm. Et je dis de toute façon, c'est bon, il reste enfin il reste 3 4 mois là, j'accouche et ciao quoi, enfin ciao, je serai là pour mon bébé mais je vais retourner au boulot, tu vois. Mm. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Ça se passe jamais Non, comme on c'est le... ce que j'allais dire, ouais. Et donc en fait, je me retrouve avec le petit machin là dans mes bras, je me dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en tout cas, ce que je vais en faire, c'est que je pourrais pas du tout le confier à quelqu'un là si Mm. petit. Donc je vais le garder avec moi. Et donc de là, je me suis dit, ok, je vais le garder avec moi, mais il faut aussi que je puisse avoir un métier. Eh oui. Donc là, je cherche et tout. Puis tu sais, quand t'es jeune maman et que tu cherches des métiers, au début, tu tombes sur des trucs, tu te dis, oh, il y a les ventes en ligne là. Mais non, en fait, ça, c'est pas possible, je vais pas faire ça, tu vois, j'ai pas du tout envie de faire ça. Bon, je me dis, bon, je sais pas trop ce que je vais faire et tout. Et je vais pas mettre mon bébé dans mon dos et aller bosser avec mon bébé dans mon dos, Mm. qu'un employeur va vouloir de moi, tu vois. Et moi, avant ça, j'étais dans le milieu de la décoration. Donc, bon, autrement dit, tu vas pas du tout travailler dans des milieux comme ça avec ton bébé, quoi. C'est Mm. pas... Autant assistante maternelle, tu peux, autant ça non. Voilà. D'ailleurs, j'avais pensé au métier d'asthmate. Je pense que ça m'aurait quelque chose qui m'aurait beaucoup plu aussi, mais bon, peut-être plus tard dans ma vie. Enfin bon, peu importe. Et donc je me dis, voilà, il faut que je trouve quelque chose. Donc je me dis, oh, je vais me former au monde de la parentalité.
moi, je me suis dit, il faut que je me niche, et donc je me suis nichée vers la santé sexuelle infantile. Et aujourd'hui, je ne fais plus du tout d'accompagnement. Enfin, déjà, j'en avais pas fait beaucoup, mais pour le coup, je ne fais pas du tout d'accompagnement à la parentalité. Enfin, je donne de l'info, comme tu disais tout à l'heure, mais voilà. Et donc, c'est comme ça que mon métier est venu. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé bah, tu apprends au contact des autres. Alors, j'ai fait mes formations, mais tu apprends aussi. J'ai envie de te dire que moi, ma plus grosse expertise, elle n'a pas été dans mes formations. Bien sûr, mais c'est sur le Voilà, terrain. elle a été sur le terrain, mais oui, parce que et quand je monte une formation, quand je monte la formation d'IFACI, elle m'a pris 1 an et demi à monter, je transmets tout ce que j'ai emmagasiné en connaissance depuis 3 ans, tu vois. Je facilite en fait le travail à mes apprenantes et mon apprenante pour que je le rajoute à chaque fois parce que c'est important. Mais tu sais, attends, parenthèse, ça me fait penser, il y a je suis un couple d'herboristes qui est à côté de Lyon et ils envoient une newsletter régulièrement et j'aime beaucoup parce qu'ils mettent tout au féminin dans la newsletter. Et la première phrase, c'est toujours, ils expliquent qu'ils mettent au féminin parce qu'il serait temps que les femmes soient plus représentées et que si tu es un homme et que la lecture de ce texte te dérange, et bah imprègne-toi de ce que vivent les femmes au quotidien. Génial. Je trouve ça vraiment mais magnifique. Bref, mais tu peux quand même citer cet homme qui fait la formation parce qu'on aimerait bien qu'il y en ait plus. Voilà. C'est une super idée, hein. Bah ouais, moi je trouve ça génial, franchement, c'est et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à chaque fois que je la lis, bah ça me fait hyper bizarre de tout lire au féminin. Ouais, 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 tu vois, hein. Non, mais comme quoi, hein. Bref. C'est fou comme notre cerveau est totalement conditionné. C'est incroyable. Ah ouais, ça. Ouais, voilà. Donc, si tu veux, moi, l'idée, c'était pouvoir de retransmettre tout ça et donner quelque chose de clé en main, tout ce que j'ai pu acquérir en compétences et en expertise. Mais vraiment, enfin, c'est ce que je leur dis. Je dis, allez au contact, découvrir, rencontrer. C'est comme ça que vous allez, tu vois, jusqu'à un moment, j'avais jamais rencontré d'enfants sortis de réseaux pédocriminels, par exemple. Ouais. J'en ai rencontré avec des formations d'ASFAM, donc de famille d'accueil. Une famille d'accueil qui avait eu un petit sorti de réseau pédo, il y était resté 3 ans. Et donc elle m'apporte des comportements que je comprends tout à fait, que j'entends et que je suis totalement, enfin, qui sont en fait, enfin, les comportements que présente ce petit garçon-là, ce sont ceux d'un enfant polytraumatisé et objetisé. Mais sauf que de l'avoir de la bouche d'une assistante familiale, tu vois, c'est énorme. Tu Bien dis, sûr. ok, ça permet de comprendre plein de trucs. Et enfin, tout ça, je ne l'aurais jamais eu au contact des formations parce qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain que tu vois que sur le terrain, Ouais, bah ouais, bien sûr. que sur le Mm. terrain. Tu vois, un jour, j'ai une maman qui me contacte en consultation qui me dit que son petit garçon porte des couches. Elle dit, voilà, il a plus l'âge de porter des couches et elle me dit, il veut absolument porter des couches et tout ça. Et je comprends pas. Toute la consultation, je comprends pas. Si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, mais je comprends pas. Toute la consulte. Je lui dis à un moment, je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais je vais demander à des professionnels avec qui je travaille, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et à la toute fin, je lui dis, est-ce que votre enfant a été victime d'une circoncision, de décalotage forcé, quelque chose de violent et tout? Elle me dit, mais m'en parlez pas. Et en fait, le petit a eu tout un parcours terrible en urologie, voilà, avec son pénis, parce qu'on est face à des médecins incompétents qui ont fait n'importe quoi. Et du coup, il devait être opéré quelques mois, quelques semaines après. Et donc, en fait, il faisait un blocage, et pour lui, le port de la Mhm. couche était une façon de se protéger Ouais, bien sûr. d'une action sur ses parties intimes. Et là, tout s'explique, tout s'éclaire, tu vois. Mais ça, tu le vois pas en formation. Tu vois, t'as pas de... Personne va t'en parler. Donc, si cette maman, elle s'était tournée vers une assistante sociale, une pédiatre ou que sais-je, oh, mais vous en faites pas, ça va passer, c'est pas... Ou peut-être Mm. l'assistante sociale, ah bah attendez, c'est un peu bizarre, tu vois? Ouais. Alors que là, on a pu mettre des vrais trucs en place pour pouvoir l'aider, cet enfant. Ouais, l'importance de l'expérience. Si on revient sur l'instruction en famille, comment ça se passe concrètement? Parce que, alors, à deux niveaux. Déjà pour toi, puisque du coup, tu as quand même un métier plus ta fille au quotidien. Combien de temps vont tes journées, en fait? Et après, concrètement, comment ça se passe pour avoir un enfant en instruction en famille? Alors, oui, je vais commencer par les faits et puis après, je vais te raconter une journée type ou une semaine type. Ce sera plus Ouais. parlant. Alors, quand on veut faire l'instruction en famille, il faut savoir que déjà, c'est un droit qu'on a.
Mais depuis 2021, la loi a été modifiée et donc il faut faire une demande à la DAZEN, donc qui est ça s'écrit DASEN, qui est donc en fait le service qui s'occupe enfin c'est l'éducation nationale en fait. Voilà, on va pas aller chercher midi à 14 heures. C'est l'éducation nationale. Donc en gros, tu dis à l'éducation nationale, bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai mon enfant qui a 3 ans, j'ai envie de faire l'école à la maison. Et donc là, tu vas choisir un des 4 critères pour pouvoir faire ta demande qui sera soumise à autorisation. Donc tu dois faire ta demande dans un délai imparti. Alors il me semble que c'est du 1er mars au 31 mai, si je te dis pas de bêtises. Donc tu as ou du 31 mars. Enfin c'est dans cette période-là, entre mars et mai. Il y a les dates souvent sur les sites de l'Éducation nationale. Mais attention, hein, c'est compliqué de trouver l'information. Ils visibilisent pas trop le truc. Mm. Et donc tu fais ta demande. Donc les 4 motifs, c'est itinérance. Donc si tu pars en voilier ou si tu es gens du voyage, que tu bouges, enfin, voilà, j'en sais rien. Itinérance en France, Mm. pas à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, tu n'es pas soumis à la réglementation en termes d'instruction en famille de ton enfant. Donc itinérance en France. Projet pédagogique, alors ça c'est le motif 4, projet pédagogique propre à l'enfant, donc en fait respect de ses rythmes, de ses besoins, etc. Un enfant qui est en situation de handicap aussi, lourd par exemple, tu Ouais. peux pas, voilà. Activité sportive importante, Ok. voilà. Et éloignement, alors je sais plus si c'est itinérance ou éloignement, enfin je crois qu'il y a un truc comme ça. Bah, je crois que projet pédagogique ça passe dans tout ce qui est handicap, et il y a éloignement d'une école. C'est-à-dire que si tu habites au fin fond de l'Auvergne et qu'il n'y a pas du tout d'école je sais plus, je crois qu'il y a un nombre de kilomètres autour de toi, bah tu peux faire l'école à la maison en gros. D'accord, ouais. Ok. Et donc tu peux la demander l'école à la maison de la petite section jusqu'à la terminale, mais tu dois faire un dossier chaque année. Voilà. Mhm. Chaque Ok. année, tu dois refaire un dossier pour demander l'école à la maison. Et de plus en plus, ils sont en train de dire non aux familles pour écrémer en fait les familles qui font les demandes, pour qu'il ne reste en instruction en famille que des cas très particuliers, type des enfants très très atteints d'une maladie ou d'un trouble neurodéveloppemental ou d'un gros TSA, ou tu vois vraiment des enfants Mhm. que l'éducation nationale ne saurait pas gérer. Ouais. Euh, alors qu'ils sont censés pouvoir les gérer, hein, c'est ça qui est dégueulasse. Normalement, ils sont censés pouvoir les prendre, ce genre d'enfants. Bref. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est vraiment ils veulent ne plus du tout avoir des motifs 4. Nous, c'était notre demande, motif 4. Donc, ils sont en train de décrémer totalement et de faire en sorte que plus personne ne puisse accéder à de l'IEF de confort, en quelque sorte. Tu Mm. vois? Mm. Donc, respect des besoins, des rythmes, etc. Voilà. Et puis après, au niveau de la journée, alors moi, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un de. J'aime pas tout ce qui est. Si tu veux, ça me met de la charge mentale quand tout est chronométré. Ok. Donc, quand je suis sous pression de ma charge mentale, je n'arrive pas à faire en sorte que tout se passe bien. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai une nounou à domicile qui vient 2 fois dans la semaine. Généralement, elle vient 2, 3 heures. Enfin, des fois, c'est plus, ouais, 3 heures, je dirais 3 heures, 3h30. Ce qui me permet de pouvoir bosser sur ces créneaux-là. Et par exemple, je vais te donner une idée. Le lundi et mardi, ce sont 2 jours assez off en école à la maison pour nous. Le mercredi, il y a pas mal d'activités qu'elle fait avec d'autres enfants qui sont du coup normalement à l'école, mais qui mercredi qui sont pas à l'école. Mm. Le jeudi, un jeudi sur deux, on a soit les cours de poney en instruction en famille, soit la Forest School. Donc la Forest School, c'est un lieu où les enfants peuvent évoluer à leur rythme dans la nature, au contact d'une animatrice formée à la pédagogie par la nature. Ok. Donc c'est génial, t'es avec d'autres familles et tout ça. Et puis après, le reste, c'est des moments à la piscine, c'est des moments à la ludothèque, c'est des moments à la biblio, c'est des moments dans la forêt, c'est des moments à chercher des feuilles, c'est des moments à repérer des arbres, à s'occuper de... Enfin, en fait, au contact du vivant et du dehors. Enfin, moi, en tout cas, ma vision de l'IEF, c'est ça. Et puis, on fait des fois un peu de scolaire quand elle a envie. Tu vois, on va faire du graphisme, on va faire des lettres, on va faire de la lecture. Mais au final, tout ça, ça s'inscrit aussi beaucoup dans le quotidien. Mm. Genre, t'es en voiture et tu vas voir un panneau marqué, je sais pas, piscine.
Tu vois, ou Poney Club. Ah bah tiens, t'as vu ce qui a marqué là? C'est quoi la première lettre? Ok, c'est un peu poney. Ah, poney, on est au poney, tu vois. Bon, voilà. Hmm. Donc c'est des petits trucs au quotidien comme ça, et en fait, ça vient vraiment s'inscrire. En fait, l'instruction en famille, en tout cas en ce qui concerne la maternelle, c'est du tous les jours. T'en fais quand ton Ouais, enfant a 2 ans, bien sûr. Ouais, tu c'est vois? clair. Tu fais de la... Ouais. Bah oui, on sait faire. Et finalement, en France, ça m'amène à cette réflexion, on est tout le temps en train de nous dire, parents, vous ne savez pas faire. Tu vois, vous ne savez pas accoucher. Vous ne savez pas prendre soin de votre enfant. Vous ne savez pas vérifier si votre enfant mange bien. On doit le peser pour s'assurer qu'il mange bien, qu'il Hmm. prend bien votre lait. Vous ne savez pas. Tu vois, c'est toujours parents, il y a ça pour vous aider parce que vous ne savez pas. Et en fait, ça vient vraiment mettre de l'incertitude dans la tête des gens et tout le monde le fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, c'est bah, tous les enfants vont à l'école, mais en réalité, si tu as une activité qui te permet de le faire avec ton enfant, que ça t'épanouit, que ton enfant est épanoui dedans et a envie aussi de le faire, bah pourquoi mettre son enfant aussitôt? 3 ans, c'est hyper tôt à l'école. Enfin, t'en as plein, ils sont même pas autonomes sur sur l'élimination, la continence et tout. Tu mets ton bébé à l'école le matin avec le risque qu'il y a un pipi dans le pantalon, qu'il reste 45 minutes comme ça. Enfin, 45 minutes, j'exagère, mais au moins 10 Ouais, je pense que minutes en ouais, j'allais dire, je pense que t'exagères pas tant que ça, hein, parce Peut-être pas, ouais. que je pense que la maîtresse, quand elle a 30 enfants à gérer, alors même si elle a de SEM en plus, Ouais. Bah, tu vois, faudrait que la TSEM, ah bah ok, il y a ça. Enfin, non, ouais, il y a plein de situations. Ouais. Pour moi, je suis désolée, un enfant n'a rien à faire dans une école à 3 ans. Alors, c'est culpabilisant ce que je dis pour les parents qui n'ont pas le choix, qui vont me dire, bah ouais, mais moi j'ai un boulot salarié, je fais ce que je peux. Non, mais évidemment. Et je suis pas en train de dire que tous les profs sont terribles, atroces et toutes les ASTEM, c'est pas du tout le cas. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des professionnels qui sont abandonnés par leur oui, système. oui, tout à fait. Voilà. Mm. Donc, Oui, non, mais non, mais c'est pas de la c'est faute ça. des parents, c'est tout le système qui est pas du tout pensé pour les parents et pour la famille. C'est en fait, quand un parent me dit, ouais, mais c'est culpabilisateur, des fois, tu sais, sur les réseaux sociaux, et je dis, bah, ouais, mais pourquoi ça vous culpabilise? Est-ce que ça veut pas dire justement c'est une bonne chose? Ça veut dire que finalement, ce système-là ne vous correspond pas, Mm, tu tout à vois? fait. Et du coup, ben, vous culpabilisez de devoir le faire parce que vous êtes malheureux de le vivre dans ce sens-là. Mais finalement, ben, c'est que c'est pas un système agréable pour vous non plus. Ouais, tout à Donc, fait. euh, donc voilà, enfin, quand tu bosses, que tu pars à 7h30 le matin, que tu déposes tes enfants à la garderie à 8h, que à 8h30, t'es dans ton bureau, que tu manges là-bas, que le soir à 18h30, tu retrouves tes enfants 19h à la maison et que à 20h30 ils dorment, Ah bah c'est un rythme. bah, c'est un rythme qui est effréné et qui est Ouais, c'est clair. insupportable. En IEF, moi, je n'ai pas d'horaire. Ouais, Tu vois. ouais, c'est clair. Là, je suis pas en mode à me dire, ok, là, il faut qu'on rentre du parc. Si on a envie de rester au parc, j'appelle un livreur de sushis ou je sais pas. On mange des sushis au parc et on squatte le parc jusqu'à 21h30. Alors pas quand il neige ou quand il fait froid, mais tu vois. Ouais. Et encore, on sort même quand il pleut, nous c'est pas. Si on a envie de pique-niquer en forêt, on pique-nique en forêt. Si on a envie de rester toute la journée, on le fait. On n'est pas poussé par les horaires et finalement, tu es aussi libre de pouvoir avoir des relations avec les autres. Et ça, c'est agréable, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce Oui, que oui, tu t'es es pas libre. forcé dans le cadre. Ouais, je comprends tout à fait. Ben oui, parce que ton enfant, quand il est à l'école, il est au contact de 2 ou 3 adultes, donc périsco et prof et ATSEM, Mm. et des autres enfants de son âge, tu vois, ou d'un âge qui gravite autour de lui, quoi. Tu vois, maternelle, tu as des trucs Mm. 4 ans et 5 ans. Bon. En instruction en famille, tu es au contact de personnes âgées, de personnes d'adultes qui sont dans la même pédagogie que toi, a priori, il y a quelque chose près, tu vois, même si tu as toujours des Mm. divergences, mais ça reste quand même grosso merdo la même chose. Enfin, en tout cas, on fait l'IEF généralement pour les mêmes motivations, c'est pas pour voir taper notre enfant tranquillement dans son coin, tu vois, c'est pas du tout ça. Et puis, bah, tes enfants, ils évoluent aussi avec des enfants qui sont dans les mêmes, comment dire, t'es beaucoup plus en repérage de situations où t'as machin qui interdit à truc de faire ça alors que il ou elle a tout à fait le droit parce que le lieu est à tout le monde, donc tu peux intervenir. C'est des situations où les profs et les équipes, elles peuvent pas intervenir. Ouais. Tu vois, quand t'as une petite fille qui veut jouer au foot et que t'as un garçon qui dit non, c'est le terrain des garçons, les profs, ils voient pas toujours tout ça, tu Bien vois. sûr. Ouais, c'est Et clair. alors que quand tu es en instruction en famille, s'il y a ça qui est dit, tu vois, ah, mais bon, pourquoi les filles, elles n'auraient pas le droit de jouer au foot? C'est un exemple très bateau, hein. Non, mais c'est hyper représentatif.
J'ai écouté un podcast le jour sur justement la cour de récré. Hmm. Et dès la cour de récré, il y a à peu près 80% de l'espace qui est occupé par les garçons. Non, mais évidemment. Parce Évidemment. que bah oui, ils jouent au foot. Bah oui, mais bon. Pardon. Ah oui. Donc je comprends très bien. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas de personne dans mon entourage qui fait l'instruction en famille. Enfin, j'en ai, mais c'est un peu différent de toi. C'est lié ils sont agriculteurs, donc c'est un peu lié aussi à leur mode de vie, un peu différent. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est que je trouve qu'on peut rapidement se dire instruction en famille, ça veut dire pauvre enfant, il est tout seul avec son parent qui fait l'instruction en famille. Tu sais, C'est un ce que peu croient beaucoup de comment il va gens. sociabiliser et tout. Et en fait, toi, dans ce que tu décris, c'est tout l'inverse, quoi. C'est Ah, beaucoup mais c'est plus plus. Oui. sociabilisé, quoi. Oui. Moi, ma fille, elle a une aisance qui est des fois trop importante avec les autres. Tu vois, elle arrive chez le fromager, elle le connaît pas, elle te le tutoie, quoi. Ouais. Salut, je Mm. viens t'acheter des fromages, tu vois. Enfin, c'était le cas ce matin. Je lui dis, Manel, je lui dis, tu sais, c'est ma fille s'appelle Manel, voilà. Elle dit, je lui dis, tu sais, quand on n'est pas venu une deuxième fois, une troisième fois, je ne peux pas trop se permettre de tutoyer comme ça. Donc la dame, elle rigole. Mais Mm. tu vois, c'est des petites situations. Moi, la mienne, on va boire un café quelque part, c'est elle qui fait la commande. Elle a 4 ans, elle prend ma carte bancaire, elle me dit, elle me regarde avec le doigt, elle me dit, toi, tu veux quoi? En allongé? Ok, moi, je vais prendre un chocolat chaud. Elle va, elle dit, bonjour, je vais prendre un chocolat chaud en allongé, s'il vous plaît. Mais elle a 4 ans. Et les gens, ils sont là, ils la regardent, ils me regardent, ils sont morts de rire. Mais moi, je vois rarement des enfants, et 99% des enfants que je croise quand on est dans des lieux publics comme ça sont a priori scolarisés. Mm. Je crois rarement, généralement, les petites 4 ans, ils sont collés à leur maman, pas rassurés. Parce que je crois que Mm. quand on force une séparation, ça te revient en boomerang. Plus tu vas, je me souviens du petit garçon de ma voisine à l'époque, là où on habitait, et elle me dit, mais il est tout le temps collé à moi. Mais ouais, mais il passe sa journée chez la nounou. Donc le soir, son réservoir affectif de sa maman, il a besoin de le remplir à fond et de prendre tout ce qu'il peut. Donc normal, il te colle. C'est toujours compliqué, je trouve, de responsabiliser les parents sans les culpabiliser, tu Hmm. vois, et de dire, moi j'ai toujours un peu ce truc de dire, je crois qu'il y a toujours des choix à faire, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs, enfin, je suis sûre, c'est ce que tu as fait dans l'instruction en famille. Tu as aussi fait en sorte de te créer un métier pour répondre à ton besoin d'être avec Oui, tes filles. et puis moi, ça, enfin, je veux dire aussi une chose qui est très importante, parce que ça peut paraître totalement abstrait, c'est-à-dire que souvent les gens vont me dire, mais moi, j'ai pas les moyens de faire ce que tu fais. Hmm. Euh, Comme tu dis, en fait, on fait des choix. Tu vois, une fois, j'ai échangé avec une maman, je lui dis, ouais, l'UF, elle me dit, mais non, elle me dit, moi, j'ai 2 crédits voiture, un crédit maison. Bah ouais, mais moi, tu vois, j'ai une bagnole qui a 300, presque, non, pas encore 300 000, mais elle a 226 000 kilomètres. C'est un Dacia Duster de 2013. Je suis en location. Je n'ai pas une voiture toute neuve type X5 ou BMW ou je sais pas quoi. Tu vois? Donc, je n'ai pas de crédit. Je ne suis pas tenue d'en faire. Et en fait, quand j'ai démarré, moi, j'étais au RSA. Donc, je l'ai pas été longtemps, mais je l'ai été. Et quand j'ai Ouais. démarré mon activité, j'étais au ras des pâquerettes. Et on me dit, ah oui, mais peut-être que le père de ta fille. Non, le père de ma fille, il venait des Pays-Bas. On était en train de régulariser ses papiers par rapport à la France et tout, donc il n'avait pas encore d'autorisation de travail. Donc c'était un bins, tu vois. Hmm. Donc on n'avait que mon RSA pendant une période. Alors on a mes parents qui nous ont aidés un petit peu, mais c'était pas folichon. Et j'ai quand même fait ce choix, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. donc en fait, on peut pas dire oui, mais non, mais t'avais un bon poste et j'avais pas de sous de côté. Et j'ai eu des périodes où mettre, en toute transparence, hein, où mettre 20 euros de gasoil, c'était compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, je n'en suis plus là, mais je sais aussi voir les gens qui ont des difficultés. Et je sais aussi que la motivation, elle vient à l'intérieur de soi, tu vois. C'est de dire, je suis inconfortable dans telle situation, je ne serai pas plus confortable en allant en CDI en ne voyant pas mon enfant. Qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui pour que ça change? Et peut-être que je vais être encore dans la difficulté quelques mois, le temps que ma niaque et tout ça mettent en place des choses, tu vois? Hmm. Mais c'est une grosse erreur de penser, voilà, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui gagnent bien leur vie, qui ont démarré au ras des pâquerettes, Ouais, bien sûr. tu Il y en a vois? une tonne, hein. Ouais. Et ça, ils osent pas toujours le dire et tout, mais il faut le dire, on est des gens comme tout le monde. Et quand on démarre, c'est pas facile et on fait des ajustements. Et il y a des périodes de l'année, enfin moi clairement juillet, août, c'est cacaboudin quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Donc on s'organise. Il y a des périodes, décembre, c'est pareil, c'est pourri. Et on s'organise et on trouve des solutions. On dit bah ok, je sais que le mois de septembre
est un peu plus foufou. Je sais que le début d'année, c'est top top. Donc, comment je fais pour me recaler? Et voilà. Et ça vient changer, bousculer beaucoup de choses. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et je parlais tout à l'heure des ventes du Perroir ou du MLM et tout ça. Je connais des mamans qui fonctionnent très bien en MLM et c'est pas du mythe. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, c'est Tu clair. vois? Non, Il y a en des fait, gens- le message, c'est qu'effectivement, ben, si n'est pas confortable avec une situation, on a toujours le choix de changer quelque Exactement. chose, quoi. Et Exactement. effectivement, ce sera pas simple et ça peut prendre du temps, mais ça vaut le coup. Exactement. Et tu vois, à un moment, moi, je suis retournée bosser en restauration. J'ai fait 2 mois en restauration quand ma fille avait cette même période, là, en 2022. Et en fait, de retourner en restauration. Alors déjà, ça m'a fait du bien parce que j'étais pas toute seule à la maison à chaque fois. Parce que, enfin, Ouais. c'est le boulot qui est un peu difficile, c'est que t'es souvent seule dans ton boulot, t'as pas de collègues. Mais déjà, ça m'a fait maigrir de bouger. C'était pas mal. Et puis voilà, ça m'a aussi fait me dire, mais j'en veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Ouais. Pitié, je ressors de là, tu vois. Ouais. Ah. Et pourtant, c'était un resto super cool. Enfin voilà, VG et tout. Donc, mais non, il y a, enfin, faut savoir ce qu'on veut, faut se donner les moyens de l'avoir. Puis parfois, c'est pas le chemin qui est le plus facile qu'il faut emprunter, tu vois. Non, c'est sûr. Voilà. Ça me parle bien parce que je suis en plein dedans, donc. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je Mais ouais, t'assure ouais, que c'est c'est clair. Mais pas. ça vaut le coup. C'est ça. Il faut, les gens qui, enfin, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Ouais, Le c'est vrai. seul truc qui change, ça va être la persévérance de dire, alors c'est pas vrai pour les jeux à gratter, hein, mais de dire, OK, j'ai envoyé 300 mails aujourd'hui, j'ai pas de retour. Mais peut-être que sur les 300, il y en a peut-être 10 qui vont ressortir d'ici 6 mois, d'ici 5 mois, et ils vont se Mm. rappeler de moi, et je vais relancer, et machin. Et c'est ça, en fait, la niaque, c'est de dire, ben, c'est pas du tout tout de suite. L'auto-entrepreneuriat, c'est fait pour les gens qui ne s'attendent pas à tout avoir tout de suite. Mm. Parce que parce que dans une société de consommation, c'est de l'hyperconsommation, enfin, c'est même pire que ça. Je veux dire, dès qu'on veut quelque chose, hop, Amazon, t'achètes 48 heures après, même pas, le lendemain, c'est Bon, chez moi, je toi. vais dire même pas, quoi. En 12 heures, c'est chez toi. Mais ouais, c'est juste ouf. Ah, ça dépend où t'habites. Mais, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il faut sortir de ça et de dire, OK, c'est bon. C'est un marathon, c'est pas un sprint. J'y vais tranquille. Je pose les fondations de mon activité. Voilà. Mm. C'est tout. Et l'argent, ce n'est que la finalité, c'est ce qui vient une fois que tu récoltes ton fruit. Mais Eh avant oui. ça, il faut faire germer ta graine, l'entretenir, lui donner de l'amour, comme dirait ma fille. Elle a raison. Le faire pousser, lui donner de l'engrais, tu vois, et croire en elle, en fait, croire en elle, et donc finalement croire en toi. Et une fois que tu récoltes cette fleur, c'est merveilleux parce que tu te dis, mais waouh, c'est de l'argent, c'est mon argent. Ce n'est pas de Mm. la ressource que j'ai créée au travers de quelque chose. C'est moi qui ai créé ça, tu vois. Ouais, Pas, je carrément. suis pas en train de vendre le produit de mon boss, quoi, tu vois. Et en fait, c'est parce que voilà, ça vient vraiment bousculer beaucoup de choses. Mais Ouais. moi, j'ai profité de la vague de la maternité pour bousculer le côté pro. Je suis Ouais, mais c'est souvent le moche cas, comme hein. meuf. Ça arrive quand même, ça arrive quand même souvent la reconversion pro dans les 2, 3 années qui suivent l'arrivée du premier enfant. Souvent, ouais, c'est assez régulier et je suis en plein dedans aussi, donc je vois bien. Euh, Merci beaucoup pour tous ces partages. On a abordé plein de sujets. J'ai l'impression tu sais, j'ai l'impression que tu viens de me coacher sur l'entrepreneuriat, quoi. Mais Euh, c'est très bien. Je suis ravie. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et pas lié à ton rôle de mère. Moi, je suis très fière de moi. Déjà, je suis fière de moi plusieurs fois dans la journée quand je garde mon calme. Ouais. Alors, étonnamment, avec ma fille, j'arrive tout à fait à prendre sur moi. Alors, pas dans toutes les situations, mais voilà, des fois, j'ai cette petite tête qui vient et qui me dit, c'est pas de sa faute, elle a 4 ans. Et puis des fois, bah, j'y arrive pas. Et comme toutes les mamans, bah, je vrille. Mais j'explique Hmm. que voilà, ça m'arrive aussi et que je suis humaine et que bah, voilà, j'ai mes émotions. Et puis non, je suis fière de moi quand j'arrive à poser les mots sur ce qui me gêne sans m'énerver. Et j'ai une personnalité très feu. Et en fait, dans certaines situations, par exemple, je te donne un exemple, si je vais dans un magasin et j'ai l'impression que la vendeuse me prend pour une conne, Hmm. clairement, en fait, ça me fait vriller. Et donc, il y a un moment, je deviens absolument infecte.
Et quand j'arrive à contenir ça et que j'arrive à rester ferme tout en étant tout à fait bon, bienveillante, on peut utiliser ce terme-là, je suis très fière de moi. Mm. Voilà, et puis sinon, C'est ben, bien. ouais, je suis fière de moi quand je me lève le matin, je suis fière de moi Mais c'est quand... bien parce que tu vois, c'est tellement, je trouve que c'est. Ah, Enfin, ça arrive, tu vois, que quand tu poses la question, il y a des gens qui savent, ils sont pas fiers d'eux, quoi. ouais. Et je trouve ça chouette comme réponse de dire que c'est un peu tous les jours. Moi, je me dis merci d'avoir mis en place ce mode de vie-là, tu vois. Mm. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ma fille est épanouie, et enfin, en tout cas, je la vois épanouie, et je le suis aussi. Ouais. Et donc, je me sens très accomplie. Je dis pas que ça dure, je dis pas que c'est tous les jours le cas, mais de façon générale, je me sens très accomplie. Tu vois, j'ai une activité avec laquelle je suis alignée. Euh, C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir et me dire oui, ça c'est difficile pour moi, bah, je lui trouve des solutions, que ce soit de paiement ou autre. En fait, j'ai créé quelque chose de très bienveillant, de très éthique, et donc je me plais à évoluer dans ce domaine-là puisque mon activité me correspond, ce qui n'est pas le cas quand tu es dans le salariat, Ouais. où as l'impression d'être en décalage avec les valeurs de ta boîte, parce qu'elles ont beau Mm. mettre des baby-foot et des machins, c'est bien beau, hein. Oui, ça ne C'est suffit un pas. état d'esprit, hein, c'est pas, Ouais. on comble pas les trous avec des baby-foot ou du mobilier high-tech. Mm. Ou la machine à café à disposition, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Donc non, voilà, je suis très fière tous les jours quand je regarde ce que j'ai, je me dis, je suis pas très riche matériellement parce que c'est pas un objectif en soi pour moi d'avoir beaucoup de choses, de posséder. Je n'aime pas ça, posséder, parce que je crois d'ailleurs que plus tu possèdes, plus ce sont les choses qui te possèdent. Mm. Ouais. Tu dois les ranger, tu dois les laver, tu dois les ranger, tu dois les ramasser quand elles cassent. Mm. Donc non, en fait, voilà. J'aime mes plantes, voilà, mais c'est peut-être les seuls trucs que je possède. Euh, mais Parce que tu les fais grandir. ouais, par contre, ma fille possède énormément de doudous et j'en ai la charge. Bon, ça, c'est à peu près le lot de tous les parents, je crois. Mm. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose dont je suis fière, en fait, d'avoir ce mode de vie-là qui me plaît, quoi. Voilà. Ouais. Mm. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, Clémentine, c'était très chouette. J'ai passé un bon moment. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.